Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Deux personnes. Martine Krief, bonsoir. André Bessaynou, mon frère. Salut. 9 personnes. Yael, Sarah, bonsoir. Peggy, comment vas-tu? Ça va bien? 36 personnes. Alex Lelouch, bonsoir. Malek Zori à Tunis, comment vas-tu? Tout va bien? 68 personnes. Ta fille est positive, m'a dit ta femme, à Tunis. Sanda Turquie, salut. Comment vas-tu, Sanda? Alors, la semaine dernière, j'étais à Tunis. Le week-end dernier, il n'y a pas eu de live. J'ai rencontré Sanda, Malek Zouari. Alors, j'ai passé un déjeuner chez Malek, je ne vous dis pas. On a déjeuné samedi dernier. Un couscous sfaxien. Une merveille. C'est sa femme qui l'a préparé avec un mérou qu'elle est partie acheter à la goulette. C'était magnifique. On a passé un déjeuner magnifique. En plus, il y a eu Adèle Lajimi qui est venue nous rejoindre et la sœur de Leïla, qui est la femme de Malek. On a passé un moment superbe. Merci Malek. Merci pour ce moment sympathique, merveilleux, dans une belle villa au bord de mer. C'était très bien. Philippe Saban, salut. Comment vas-tu, Philippe? Alors Tunis, le week-end dernier, c'était un peu hard. Hein. Question au virus, c'était moyen. Hein. C'était pas très très safe. En plus, il y avait le couvre-feu le soir à partir de 20h. On pouvait pas sortir dîner. On est resté à l'hôtel. La seule sortie qu'on ait faite, c'est d'aller chez Malek, où on a eu ce déjeuner magnifique. Et puis on a vu Sanda 2 fois. On a dîné ensemble. C'était très sympa à l'hôtel. Bon, à l'hôtel, c'était safe. Alors, certains m'ont dit, tu portais pas de masque dans le live qu'on a fait, mais il faut savoir qu'on était un groupe de 100 personnes venues de France, et tout le monde avait fait un PCR avant de venir de France, donc il n'y avait pas de souci à l'hôtel, puisqu'il y avait que des gens qui avaient été testés. Pierre Zeytoun, salut Delat. Alors, en Israël, il semble que la situation se détériore un peu, et vous savez, depuis une semaine, le nombre de cas a repris, on est de nouveau... En Israël, on est de nouveau, les nombres de cas reprennent. Et ça, c'est un peu embêtant. Et vous savez que ce qui s'arrive en Israël, ça arrive un mois après à Paris. Et donc, si en Israël, ils commencent à avoir une 3e vague, et s'ils n'arrivent pas à la stopper, parce qu'ils ont recommencé un reconfinement, ça va nous arriver de la même chose ici à Paris. Donc, vous savez qu'ils vont lâcher, pour les fêtes. Pour les fêtes de Noël à Paris, enfin en France, ils ont un peu diminué la pression sur le confinement et je crains que ça, comme en Israël, quand ils ont relâché la pression, c'est reparti. Ce virus est vraiment terrible. J'ai un problème de connexion ce soir, je ne sais pas pourquoi. De temps en temps, ça va. On est 205, 206, on va commencer à 250. Pierre-Élie Ben Baron, salut, comment va ta mère? Tout va bien? La famille va bien? Eric Zouz, salut, comment vas-tu? Michel Ben Sadoun, bonsoir, notre communicant en chef, le patron des patrons de... Laurent Sana, bonsoir, Joël Haddad, shalom, bonsoir. Sylvia Borg, bonsoir de l'Oise, salut l'Oise. Baby Joël Torjman, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien? Situation à Dubaï. Alors le problème de Dubaï, c'est que les Israéliens veulent le mettre en rouge parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens vous avez vu aujourd'hui qu'il y avait une dizaine de vols par jour entre Israël et Dubaï et que beaucoup d'Israéliens reviennent avec un test positif. Et donc ça pose des problèmes aux Israéliens. Il semblerait, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui habite Dubaï régulièrement, j'en ai discuté vendredi. Il me disait que si on faisait pas de bêtises, que si on suivait les règles et si on était assez strict dans son comportement, il n'y avait pas de problème pour aller à Dubaï, que c'était relativement safe. Ils ont eu 400 morts depuis le début, donc c'est quand même assez sécurisé. Ils sont très très stricts, il faut le savoir. Dubaï, le gouvernement est très strict et
c'est assez sécurisé, donc, et je pense que les Israéliens qui ont été positifs ont dû ne pas suivre les consignes. Vous savez, quand on part en vacances, le problème des vacances, c'est que on a tendance à se laisser aller, tendance à faire comme si on était en vacances, quoi. C'est-à-dire en vacances, j'oublie tout, quoi. C'est ça le problème des vacances. Cadeau Pro, salut. Est-ce que tu as partagé le live sur le groupe? Bonsoir Robert Ganem, comment ça va? Ça va bien? Toute la famille va bien? Daisy Chemla, bonsoir. Comment ça va? Claude Delman, ça va bien? Votre fille va bien? Tout le monde va bien? Dada et Sayed, la famille Sayed passe le bonjour. Salut la famille Sayed. Je vous raterai pas la prochaine fois que je vais à Tunis. J'irai vous voir, c'est sûr et certain. Il faut que j'appelle ton père parce que j'ai toujours plaisir à le voir et parler avec lui. Ça me fait toujours plaisir. Tu passeras le bonjour à ton père. On a quand même été voir le cheval de ton père. Avec mon frère, on a quand même fait ça. Estelle Bismuth, bonsoir. Orly Okewi, bonsoir. Adila Jimmy, bonsoir. J'ai parlé de toi tout à l'heure. On a fait assez un moment exquis chez Malek Zouari. On a passé vraiment un très très bon moment. C'était très agréable ce déjeuner et cet après-midi qu'on a passé ensemble. J'ai lu ton message ce matin. Il faudrait que je jette un coup d'œil. J'ai pas encore commencé à lire le livre, mais je vais m'y atteler. Alexandra Barouche confirme qu'ils sont très stricts à Dubaï, c'est que certaines personnes ne respectent pas les consignes, c'est ça. Le problème des vacances, c'est ça. C'est quand on est en vacances, on fait des bêtises, c'est comme ça. Ils vont surtout faire du Jean-Luc Cadavre, vont surtout faire du business, peut-être. Nina Koubi, bonsoir. Hanouka Samir, toi aussi. Comment ça va, Nina? Je crois que ma femme a pris rendez-vous avec toi. Alors, Nina Koubi, c'est notre nutritionniste, médecin nutritionniste qui est installé dans le 8e. Laurence Odara Cohen, bonsoir. Ariane de Toulouse, bonsoir. Cadeau Pro, salut. Cathy Braca, bonsoir. On est 258 personnes. Diane Desrochers, bonsoir. Stéphane Zagdoun, comment vas-tu? J'ai été avec tes parents à Tunis, ils étaient là, ton père et ta mère. Et puis il y avait tes oncles, enfin il y avait plein de Zagdoun dans ce voyage à Tunis. Bon, on est 258. Bon, on va peut-être bientôt commencer. Alors ce soir, ça sera une soirée un peu différente que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va pas parler. La situation, vous la connaissez à Paris, vous la connaissez, vous savez que tout n'est pas fini. Moi, cette semaine, encore, j'ai 3 amis médecins qui ont été positifs, dont un qui a été hospitalisé pour une forme grave, mais qui n'est pas parti en réanimation, mais qui a quand même été sous oxygène à l'hôpital pendant quelques jours. Sa sœur aussi. Donc la situation à Paris n'est pas très saine. Il faut toujours faire très attention. C'est sûr que la deuxième vague s'est atténuée, que le pic est au ralenti, mais il faut pas croire qu'on peut se relâcher, il faut pas croire qu'on peut de nouveau avoir plein de contacts avec les gens, il faut toujours rester protégé, il faut toujours faire attention. Lucille Dana, salut, c'est ma cousine, oui ma cousine, salut, comment vas-tu? Et donc à Paris, la situation est toujours un peu tendue. Donc faites attention si vous êtes à Paris, et en France aussi. Je pense que la situation à Paris est un peu moins dangereuse que le reste de la France, mais quand même, à Paris, il y a quand même beaucoup de cas. Et je vois au fur et à mesure tous mes copains, les uns après les autres, devenir positifs. Et jusqu'à un ami radiologue, là, récemment, qui m'a téléphoné avant-hier, avec beaucoup de fièvre, et donc inquiet de ce qui va devenir, de ce qui va se passer avec son Covid. Donc ne relâchez pas vos efforts sur Paris, faites attention sur toute la France encore plus. Vous savez que c'est une vague qui n'est pas encore terminée. Je pense même qu'on est peut-être en train d'amorcer la 3e vague, je sais pas, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Donc faites attention, tout n'est pas fini. Voilà, donc ce soir je voulais en fait qu'on réfléchisse ensemble sur la situation et sur le vaccin ARN. Pourquoi je voulais qu'on réfléchisse ensemble? Parce que, vous savez, les Américains ont fait des études, ils font plein d'études. L'avantage des Américains, c'est qu'ils passent leur temps à faire des études, et ils ont réalisé que pour arriver à l'immunité collective contre le virus, contre le Covid-19, dans tous les États-Unis, malgré leurs 200 000 morts, malgré tout le nombre de cas, ils sont encore très très loin de l'immunité collective, et elle n'est même pas en vue.
Donc il ne faut pas compter sur l'immunité collective aux États-Unis. Donc ça, c'est la première constatation des études des États-Unis. La deuxième constatation qu'ils ont fait, c'est que l'immunité, quand vous avez eu le virus et que vous avez contracté la maladie, l'immunité est stable dans le temps. Je vous l'avais dit la dernière fois, vous avez une immunité qui peut durer jusqu'à 8 mois. Je vous avais montré les courbes et je vous avais montré même que les lymphocytes T, qui sont les lymphocytes tueurs, qui étaient toujours présents au bout de 8 mois, je crois. Donc, on sait qu'on a une immunité pérenne. Donc, on ne va pas arriver à l'immunité collective. On n'arrivera pas. On a une immunité qui peut être pérenne. Donc, on sait que le vaccin va être utile et on sait que le vaccin peut nous amener à l'immunité collective. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, que je voulais vous faire réfléchir. Pourquoi je voulais vous faire réfléchir? Parce que parfois, toutes les fois que j'ouvre la télé, vous avez des titres, un vaccin, des doutes, des questions, de la méfiance, la confiance. Enfin, on entend de tout et de son contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce vaccin ARN? Qu'est-ce qu'il faut le faire? Il ne faut pas le faire? Je ne suis pas là pour vous dire s'il faut le faire ou pour pas le faire. Mais il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il faut qu'on réfléchisse ensemble et qu'on ait une réflexion commune. Alors, pourquoi la réflexion? Alors j'ai retrouvé un mot de Hannah Arendt, vous savez, cette philosophe Hannah Arendt, qui est assez connue, qui dit que réfléchir, cela signifie de penser de manière critique. C'est-à-dire qu'il faut saper tout ce qu'il y a en règle en nous, qui soit rigide, et de nos convictions. C'est-à-dire réfléchir, ça aide à vaincre nos convictions. Le fait même de réfléchir est dangereux, parce que le fait même de réfléchir fait que l'on doit prendre une décision. Mais le pire, elle dit, c'est de ne pas réfléchir. Le plus dangereux, c'est de ne pas réfléchir. Donc réfléchir, en quelque sorte, ça peut provoquer un danger, puisqu'on va prendre une décision, donc un danger. Mais ne pas réfléchir, c'est encore plus dangereux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on réfléchisse ensemble, parce qu'il faudra que vous preniez une décision pour la réalisation de ce vaccin ARN. Parce que pour les autres vaccins, il n'y aura pas de souci. Le problème, c'est est-ce qu'on aura le choix des vaccins? C'est ça le réel problème qui va se poser à nous dans les semaines, voire les mois à venir. Et ça, vous aurez une réflexion à avoir, et vous serez obligé de réfléchir. Mais ne pas réfléchir, c'est plus dangereux que de réfléchir. Alors, quand vous ouvrez la télé, vous allumez la télé et que vous écoutez, vous avez... Moi, je suis sidéré de voir tout ce qui se dit. Je vois que tout est dit, tout est son contraire, surtout à propos de ces vaccins. Vous avez de tout dans cette télévision, les pour, les contre, tout y passe, et le problème, c'est qu'on ne sait plus faire la part des choses de tout ça. Alors, pourtant, quand on écoute les scientifiques qui travaillent dans les vaccins, qui travaillent dans la recherche vaccinale et tout, il y a un consensus quand même sur les vaccins ARN. Tous les scientifiques qui travaillent dans la vaccination disent quand même qu'il y a un certain consensus et qu'il y a une certaine sécurité. Mais alors pourquoi tous ces doutes? Pourquoi tous ces doutes? Pourquoi tous ces gens, toutes des théories folles on voit à la télévision? Les gens pensent que c'est des complots, les gens pensent que en faisant l'injection de virus, on va transformer le génome, on va passer de homme à chien. Est-ce que je sais, moi, ce qu'on peut écouter? On entend de tout, toutes les théories, alors que tous les scientifiques de haut niveau sont d'accord sur le principe. Tous les gens des médias, des scientifiques de deuxième zone ou qui ne sont pas spécialisés dans le vaccin disent tout et n'importe quoi. Pourquoi on en est arrivé à ce stade-là? Parce que le doute, ce qui est important dans cette histoire, c'est le doute. Il y a un doute. C'est là la réflexion. Pourquoi il faut réfléchir? Parce qu'il y a un doute. C'est quoi le doute? Le doute, c'est ce qui fait... L'idée du doute, c'est ce qui fait avancer la science. Comment avancer la science? Par le doute. S'il n'y avait pas eu le doute, s'il n'y avait pas des gens qui pensaient autrement que les autres, on en serait encore à la préhistoire. Comment tout a avancé? C'est par le doute. Parce que vous doutez de ce qui se passe en ce moment, et vous dites non, mais peut-être qu'on peut faire différemment, parce que les gens réfléchissent. Comment on avance? C'est par la réflexion. Donc le doute fait partie de la science. Vous ne pouvez pas avancer dans la science s'il n'y a pas de doute. Donc qu'on soit dans une situation de doute aujourd'hui, puisqu'on est face à un nouveau vaccin, c'est normal.
c'est le but de la médecine. La médecine, c'est le doute, mais pas que la médecine, la science. Tout ce qui a été souvenez-vous, quand Galilée a dit que la Terre était ronde, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a appelé faire un procès. C'est ça, parce que tout le monde doute de tout. Et les scientifiques, c'est comme les autres, on doute d'eux et on doute de ce qu'ils disent. Et puis nous-mêmes, comment on fait nos idées? Comment on fait notre propre idée? On se forge notre conviction sur notre éducation, sur notre connaissance, sur notre environnement familial, sur ce qu'on lit. Mais après, nous, on va trier toutes ces informations et on va faire un choix. Mais on se rend compte, en fait, que nous, en fait, on trie en fonction de ce qu'on aime. Par exemple, si vous êtes pour le Paris Saint-Germain, eh ben, vous allez lire que les trucs qui disent du bien du Paris Saint-Germain. Vous n'aimez jamais lire ce qui dit du bien de l'OM. Et inversement, si vous êtes sur l'OM, vous, pour l'OM, vous n'allez jamais dire que le Paris Saint-Germain, lire quelque chose qui dit du bien du Paris Saint-Germain. On va rester dans nos convictions. On a beaucoup de mal à sortir de nos convictions. C'est pour ça que je vous dis de réfléchir. Parce que la réflexion, c'est ce qui va casser nos convictions. Et en cassant nos convictions, on peut avancer. Les scientifiques le font, nous devons le faire. Alors, par exemple, des trucs simples. On a changé de table à cuisson. On va déménager, on va changer de table de cuisson. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma femme? Ah non, parce qu'avec cette table de cuisson, les casseroles de ma mère, que nous a acheté sa mère il y a 35 ans quand on s'est mariés, eh ben, elles vont plus marcher sur cette table de cuisson. Au lieu de réfléchir et de dire, mais peut-être qu'avec cette table de cuisson, il va y avoir moins de pollution, on va consommer moins d'électricité, la cuisine sera meilleure. On reste sur ses convictions. Non, c'est ma mère qui me les a offerts, c'est les meilleures casseroles, on va pas s'en débarrasser au bout de 35 ans. Vous pensez bien, 35 ans qu'on utilise les mêmes casseroles? Je savais pas. Mais si je le savais, je serais jeté depuis 10 ans. Mais pour vous dire, chacun garde ses convictions et chacun continue toujours dans son même chemin qu'il a tracé. Il faut sortir des fois de ce chemin, parce que si vous avez une conviction et vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas avancer. Donc dans cette histoire de vaccin ARN, si vous avez des convictions, on va nous tuer, on va nous changer, il faut réfléchir. Réfléchissez, et pour le contre, et réfléchissez. Tout ça, toute la vie de la science a avancé grâce à la réflexion et grâce au doute. Vous savez, en 1909, l'espérance de vie de l'humanité, elle était de 33 ans. En 2009, elle était de 77 ans. Donc vous voyez comment ça s'est passé. C'est l'évolution de la médecine, c'est l'évolution de la science, c'est l'évolution de la nutrition. C'est tout ça qui a fait avancer les choses. S'il n'y avait pas des gens qui avaient douté, qui avaient pris la décision de transgresser leurs connaissances, on en serait toujours à 33 ans de mortalité. On n'aurait pas avancé. Donc il faut transgresser. La science la médecine a avancé. Mais pourquoi elle a avancé? Elle n'a pas avancé seulement grâce aux médecins. Parce que les informaticiens s'y sont mis. Les chimistes s'y sont mis. Les physiciens s'y sont mis. Qui a créé l'IRM? Qui a créé le scanner? Qui a créé la fécondation in vitro? C'est les chimistes, c'est les biologistes. Toute l'évolution de la médecine s'est faite avec la composante de tous ces participants. Quand aujourd'hui il y a une nouvelle technologie qui apparaît, ce n'est pas le fait d'un homme, c'est le fait d'une équipe, c'est le fait de plusieurs intelligences qui se mettent ensemble. Donc quand un nouveau produit sort, eh ben il sort parce qu'il est poussé par une idée que quelqu'un a, et puis tout le monde travaille avec lui, et puis c'est comme ça que ça avance. Donc il faut réfléchir. Aujourd'hui, on en est où en médecine? On est au stade de la thérapie génique. On a tout fait pour ce qui reste. Vous savez, on est passé de couper les jambes avec des cautères, avec des sabres qu'on chauffait à blanc pour faire la cautérisation des jambes qu'on coupait sur les champs de bataille. Les gens, s'ils mouraient pas de douleur, ils mouraient dans les suites. Après, Ambroise Paré a commencé à ligaturer les vaisseaux. Après l'évolution, on a commencé à traiter les organes. Et maintenant, on est passé à la cellule, et maintenant, on est passé au génome.
C'est ça l'évolution de la médecine. Si vous savez aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est la thérapie génique en ce moment. Vous pensez que la thérapie génique, ça existait il y a 10 ans, l'histoire de l'ARN, mais c'est en 1990 que le premier traitement génique a commencé à avoir lieu. C'est pas connu par le public. Personne ne le sait, mais c'est en 1990, le médecin américain Frank Anderson a effectué le premier essai chez l'homme. Comment il a fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet enfant bulle. Il y avait des enfants qui naissaient sans immunité parce qu'il leur manquait une protéine au niveau des lymphocytes. Et avec cette protéine manquante, les lymphocytes ne pouvaient pas agir, ils ne pouvaient pas avoir d'immunité. C'est le premier qui a pris un lymphocyte de l'enfant, qui a intégré le gène manquant, qui l'a réintroduit chez l'enfant, et l'enfant a pu sortir de sa bulle. Donc, vous voyez que c'est pas hier, 1990. En 1990, on faisait ça déjà. La thérapie génique, c'est pas d'hier. C'est pas, le vaccin, il est sorti du chapeau, comme ça, on a dit, tiens, un vaccin ARN, on le sort du chapeau, et voilà, il est arrivé, et nous, on va être les cobayes. Non. C'est un long travail. Ça a commencé déjà en 1990. Déjà, c'est pas que ça a commencé, 10 ans ou 15 ans avant, ça a dû commencer. 1990, c'est le premier essai clinique sur l'homme. Sur un enfant. Donc ce n'est pas quelque chose qui est arrivé récemment, c'est quelque chose qui a été travaillé de longue date. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette thérapie génétique? C'est qu'il faut rentrer un gène dans le corps humain d'un individu. Le problème qu'ont rencontré les médecins qui travaillaient dans la thérapie génique, c'est qu'il a fallu trouver le moyen d'introduire ces gènes. Donc il y a eu tout un travail d'introduction. Quand on parle du virus ARN qu'on va transmettre, mais là déjà pour traiter la maladie génétique, déjà on avait ce problème. C'est un travail qui a été étudié, c'est un travail qui a été fait. C'est pas un travail qui est d'aujourd'hui. Ce travail, il a été fait. Le premier problème qu'ont rencontré les médecins qui travaillaient sur ça, ce sont des problèmes de transport de gènes. C'est-à-dire que vous savez que pour faire rentrer un gène, il faut un transporteur. Et souvent, on utilise un virus pour transporter. Mais au début, quand de la thérapie génique, ils ne savaient pas quel virus choisir. Et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes au début avec la thérapie génique. Il y a eu des cancers provoqués, il y a eu des grandes allergies, des grandes inflammations. Mais pas en quantité très importante. Mais tout ça s'est affiné, ils ont trouvé les bons vecteurs. Je vais vous montrer aujourd'hui combien de vecteurs viraux sont utilisés en thérapie génique. Et vous allez voir que c'est pas un, c'est pas deux, il y en a plein. Regardez. Voilà tous ces vecteurs que vous avez. Vous voyez que vous avez tous les vecteurs ici. Virus de l'herpès, l'hypovection, virus de la vaccine, les trucs, les autres virus, les adénovirus, les rétrovirus, là c'est l'ADN pur. Donc vous voyez, tout ça a été étudié. C'est depuis 1989, de 1989 à 2017. Donc vous voyez, tout ça ne sont pas des choses nouvelles. C'est des choses qu'on étudie depuis 1989. Donc vous voyez, on n'est pas en stade de l'expérimentation. Et vous voyez, je vais vous montrer une autre photo. Que ce qu'on soit aujourd'hui avec les indications visées par les essais cliniques de la thérapie génique, toujours depuis 89 à 2017, vous avez les cancers. Aujourd'hui, beaucoup de cancers sont soignés par la thérapie génique. Vous avez des maladies ophtalmologiques, où il y a des problèmes génétiques, des maladies neurologiques, des maladies cardiovasculaires, infectieuses, des maladies monogéniques. Donc vous voyez tout ça, ce sont des patients que l'on traite. Vous savez combien de médicaments il y a qui sont des médicaments innovants de la thérapie génique et qui sont approuvés et mis sur le marché. Peut-être que si malheureusement vous avez des maladies graves, vous les avez déjà pris. Regardez le nombre de médicaments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a plein. Alors c'est des médicaments, bien sûr, vous les connaissez pas. Bien entendu. On les connaît pas, que Dieu nous préserve de les connaître. C'est que si on les connaît, c'est que c'est grave. C'est qu'on a le cancer ou des maladies graves ou des maladies rares. Mais ça existe. Des médicaments géniques, dans vos familles peut-être, ou dans votre entourage, certains les ont pris.
Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que je voulais vous informer sur ça, pour que vous réfléchissiez. Pour ceux qui disent, oui, c'est nouveau, on n'a jamais essayé. Non, il y a toute une ancienneté de travail qui a été fait sur ça. Alors peut-être pas sur la vaccination, mais sur le travail de la théorie génique. Donc c'est quand même important que vous le sachiez. C'est une manière, une piste quand même pour que vous réfléchissiez à tout ça. Si on parle de la vaccination, ben, la vaccination, vous savez que les premiers vaccins, la première vaccination, c'était quoi? C'était en 1796. 1796, le docteur Handley Jenner. Alors, lui, c'est un Irlandais qui vivait de l'université de Berkeley. Il vivait en Écosse. Et il s'est aperçu qu'en Écosse, les vaches développaient une maladie proche de la variole, mais qu'elle ne mourait pas de cette maladie. Elle faisait des pustules, elle ne mourait pas. Et il s'est surtout aperçu que les fermiers et les fermières qui les entouraient développaient le même type de maladie que la variole, mais sans en mourir. Et ils faisaient des pustules. Ils faisaient des pustules remplies de pus. Qu'est-ce qu'il a eu comme idée, ce docteur Edward Jenner, en 1749 quand même? Il a eu l'idée de la vague. Lui aussi, il a réfléchi. Il a vaincu un tabou. Il a pris le pus, le liquide qu'il y avait dans les pustules de la femme, et il l'a mis sur un gosse. Il l'a mis sur un jeune homme. Comment il s'appelle ce jeune homme? Il faut que je vous le retrouve. Je ne me rappelle plus. J'ai pas marqué. Voilà, le jeune James Philip. Donc lui, le 14 mai 1796, ce jeune James Philip a reçu une fistule bovine prélevée sur une fermière atteinte de cowpox. Le cowpox, c'est la variole des vaches. Il lui a fait ça. Et qu'est-ce qu'il lui fait après? Il a délibérément infecté avec des pustules varioliques vraies. Donc il a pris des vraies pustules de quelqu'un qui avait la variole, il les a mis sur une espèce de lame, et il a scarifié, vous savez, la scarification, avec ses pustules, sur le bras du garçon. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que le garçon n'a pas fait la variole. Et donc, il a développé la première vaccination qui a existé dans le monde. C'est lui le premier qui a vacciné la première vaccination. Et Napoléon, quand il a vu ça, il a vacciné de la même manière toute son armée. La grande armée napoléonienne a été vaccinée de la même manière contre la variole. Vous savez que la variole, donc ça a commencé comme ça, mais la variole aujourd'hui, c'est une maladie qui a pratiquement disparu. C'est pratiquement disparu. Après, l'histoire de la vaccination, on est passé à Pasteur. Donc on est passé de la pustule à la cellule. Puisque Pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Pasteur, il a déclaré, enfin, il a compris que la rage était transmise par une cellule qui provoquait la maladie de la rage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors lui, il a pris un jeune berger, lui aussi. C'est toujours des enfants. Vous voyez, les enfants, ils sont pas très protégés. C'est devant un public enthousiaste qui accueille l'annonce de la guérison du jeune Joseph Meister, 9 ans, et d'un valeureux berger, tous deux vaccinés par le célèbre savant, note le journaliste du Figaro. Déjà, au Figaro, il était là en 1885. Donc, ce vaccin contre la rage, c'est quoi? En fait, il a pris les virus de la rage, il les a tués en les exposant au soleil, pour les tuer et il les a réinjectés avec du sel d'aluminium. C'est quoi le sel d'aluminium? C'est l'adjuvant dont je vous parlais. L'aluminium est un adjuvant, ça stimule l'immunité, la réponse immunitaire. Donc, Pasteur, il est passé de la pustule à la cellule. Donc, je ne sais pas si vous voyez la transition du plus gros au plus petit. Et donc, Pasteur, c'est le premier qui a vacciné. Je vous montre le jeune Meister, qui est rentré dans l'histoire, le Meister, le voilà. Le voilà, Meister avec Pasteur, voilà Pasteur qui va vacciner Meister, et voilà. Donc vous voyez la photo, donc vous voyez, on est donc en 1885. Vous savez que beaucoup de gens remettent en cause que c'est Pasteur qui a été le premier. Ils pensent que Pasteur a piqué l'idée à quelqu'un d'autre. Mais bon, on va pas faire un débat là-dessus, c'est pas le sujet du jour.
Donc comment fonctionnent les vaccins? Quand on rencontre un microbe et qu'on tombe malade, notre système immunitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer des anticorps. Ces anticorps, ils sont destinés à neutraliser et à éliminer le microbe. C'est ça le principe de la vaccination. De la même manière que nous, on se défend, quand on va introduire un microbe rendu inoffensif dans le corps, nous, notre organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une réponse immunitaire, il va fabriquer des anticorps contre ce virus atténué, de manière à ce que quand le vrai microbe arrive, il est là, il peut pouvoir, notre corps pourra se défendre, le reconnaître et se défendre et l'éliminer. Donc c'est ça le but de la vaccination. Le but de la vaccination, c'était ça. Pour l'instant. Mais là aussi, certaines personnes ont réfléchi. On se dit, est-ce qu'on peut s'arrêter à ça ou est-ce qu'on peut avancer encore plus? Donc il y a eu encore un stade de plus. Donc on est passé du pu à la cellule et puis d'autres avec... Il y a eu un tournant avec le virus de l'hépatite, le papillovirus. C'est quoi? C'est qu'au lieu d'injecter tout le virus et qu'on fasse atténuer et qu'on fasse une réaction contre ce virus, on prend la partie pathologique du virus. Vous savez que pour le Covid, la partie pathologique, c'est la protéine S, le spike. Par exemple, pour Ebola, c'est la protéine GP. Donc on prend cette protéine GP, on la met sur un vecteur, on l'injecte, et vous allez reconnaître la protéine GP comme étrangère, et vous allez faire des anticorps contre la protéine GP, et quand la protéine GP va rentrer dans le corps, si vous êtes atteint vraiment d'Ebola, et ben vous allez reconnaître et bloquer, et lutter contre cette protéine GP, et l'empêcher d'agir. Donc là, on est passé... Vous voyez, on n'est plus à introduire une cellule, on va introduire une protéine. Mais la protéine, on n'est plus très loin du gène. Donc vous voyez l'évolution de la vaccination. C'est quand même une évolution qui est très intéressante parce qu'on voit que les gens, ça évolue. Voilà. Donc, quand on prend l'histoire d'Ebola ou l'histoire de l'hépatite et on voit que l'évolution est favorable. Et quand on voit, par exemple, quels sont les pays qui ont été les premiers dans cette recherche de ces virus, on voit que c'est les Chinois, les Russes et les Américains. Vous voyez que la France, elle a quand même été un peu larguée depuis un petit moment et qu'on retrouve les mêmes pays qui fabriquent aujourd'hui les vaccins. Donc tout ça pour vous dire, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pour ça, pour vous aider à réfléchir, pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, quel est le truc de la spécificité de ce vaccin ARN? La spécificité de ce vaccin ARN, c'est qu'on ne rentre plus une protéine, on rentre un gène qui va coder pour la fabrication de cette protéine. C'est-à-dire qu'on est au stade à l'opposé de ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'on vous envoie un gène comme un petit message génétique. Votre corps le reconnaît dans le cytoplasme, pas dans le noyau, donc il n'y aura pas de modification génétique. Ceux qui m'ont écouté la dernière fois le savent maintenant. Dans le cytoplasme, il va être traduit et on va fabriquer une protéine S. À partir du moment où on aura fabriqué une protéine S, notre organisme va la reconnaître comme étrangère. À partir du moment où il la reconnaît comme étrangère, il va faire des anticorps. Et à partir du moment où il fera des anticorps, si le virus de Covid arrive sur vous, eh ben, vous allez reconnaître sa protéine pathologique, vous allez l'empêcher d'agir. Donc voilà le mode de fonctionnement. Donc en fait, on passe de plus en plus petit. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'évolution génique. C'est ça l'évolution de la médecine aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je vous ai montré les évolutions qu'on a fait en médecine génique. Donc, on y est dans les vaccins. Donc maintenant, je vous ai dit tout ce que je pensais et je vous ai dit tout ce que vous devez savoir. Après, c'est à vous de réfléchir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la réflexion, c'est souvent casser ses certitudes. C'est à vous de le faire si vous devez le faire. Sinon, vous auriez des vaccins qui sont des vaccins à virus atténués, notamment par les Chinois. Mais je ne sais pas si au début, on aura la latitude de choisir le vaccin qu'on voudra. Sachez tout de même que si vous ne vous faites pas vacciner, le vaccin, on vous le rendra obligatoire comment? Parce qu'on va vous interdire d'aller au restaurant si vous n'êtes pas vacciné.
On va vous interdire d'aller au cinéma si vous n'êtes pas vacciné. On va vous interdire de prendre l'avion si vous n'êtes pas vacciné. On va vous interdire d'aller dans une réunion, dans une réunion publique si vous n'êtes pas vacciné. Vous allez avoir un carnet de vaccination et il est possible, je dis pas que c'est sûr, mais il est possible qu'on vous demande à chaque fois que vous vous déplacez la vaccination. Sinon, vous ne pouvez pas bouger. C'est ça la menace qui pèse sur nous. Donc, réfléchissez bien, prenez la bonne décision. Vous avez les informations que vous devez avoir. Continuez à réfléchir, mais de toute façon, le vaccin qui nous sera attribué ne dépendra pas de nous, mais dépendra de notre gouvernement. Et il est très probable que ce soit le vaccin Pfizer. Vous savez que le comité consultatif de la FDA aux États-Unis a approuvé le vaccin Pfizer. Ils ont utilisé la procédure d'utilisation d'urgence, comme l'OMS. Mais cette procédure d'utilisation d'urgence qu'a utilisée les Américains, qui était dans cette procédure? Il faut savoir quand même, les gens ne font pas n'importe quoi. Il ne faut pas croire que les gens sont là, qu'il n'y a que des intérêts financiers et tout ça. La décision est jolie parce que c'est important que vous le sachiez. La décision est intervenue à la fin d'une réunion d'une journée entière qui comprenait des présentations de données sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins, ainsi qu'une discussion ouverte avec le comité qui était disponible pour consultation publique. Donc il y avait aussi une consultation publique et comprenait des commentaires du public. Donc ça n'a pas été une commission fermée dans l'entre-soi des scientifiques. C'était ouvert au public. Donc vous savez, les Américains, ils sont pires que les Français. C'est des procéduriers au dernier degré, c'est des inquiets au premier degré. Il y a de tout aux États-Unis. Donc là, c'était une réunion qui a duré 1 heure avec des scientifiques et c'était ouvert au public. Il a été demandé au comité composé d'experts scientifiques de santé publique indépendants de partout aux États-Unis, sur la base de la totalité des preuves scientifiques disponibles, les avantages du vaccin l'emportent sur les risques chez les adultes. Donc vous voyez que ça a été quand même une étude aux États-Unis qui a été longue, une journée entière, et que la décision a été favorable. Lorsque la décision arrive, la distribution du peuple américain se fera maintenant dans les 24 prochaines heures. Alors, j'ai adoré leur manière d'appeler l'opération. C'est l'opération Warp Speed, c'est-à-dire vitesse de l'éclair. Ils vont faire une opération américaine. Alors là, c'est comme ça font les Américains. Vous savez, ils donnent un nom à tous les événements. Alors là, c'est l'opération Warp Speed, vitesse de l'éclair, vitesse de la lumière, et ils vont lancer le système de l'opération de vaccination. Alors, ils ont prévu la protection des vaccins qui vont se balader dans tous les États-Unis avec les Marshall, les shérifs Marshall. Vous savez, les shérifs Marshall, ils vont entourer et protéger les vaccins et pour leur permettre leur diffusion dans tout le pays. Et donc ça va être encore quelque chose de très intéressant à voir, et je pense que ça vaudra le coup d'être vécu. On va voir ça. Voilà, donc aujourd'hui je vais m'arrêter parce que j'ai un problème de connexion et je sens que ça va nous lâcher d'un moment à l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai un mauvais Wi-Fi ou le Wi-Fi ne tient pas. Donc on ne va pas prolonger plus longtemps. Je vous ai dit exactement ce que je voulais. Pourquoi ne vont pas les tests sur les animaux? Mais bien sûr que les tests, Alain Manoul, bien sûr que les tests ont été faits chez les animaux. Je vous ai expliqué les phases qu'il y a sur le vaccin. La première phase, c'est les tests sur les animaux. Après, il y a la phase 1 sur une dizaine de personnes pour voir s'il n'y a pas de réaction très grave. La phase 2, c'est une phase sur 1000 personnes pour connaître la dose à appliquer et l'espace de temps, et s'il faut une injection ou 3 injections. Et la phase 3, c'est sur 40 000 personnes. Qui vous dit qu'il n'y a pas eu d'animaux, mais vous croyez quoi, que les gens vont faire des vaccins comme ça? Ils ont décidé que les scientifiques ont pris la décision d'utilisation en urgence. Il n'y a pas eu. Vous croyez que le vaccin Pfizer n'a pas fait la phase 0,1 depuis le 30 juillet, ça a commencé. Faut pas dire des choses comme ça. Faut pas dire des. Voyez pourquoi la réflexion. Voilà, après tout ce que je vous ai dit, voilà ce qu'on entend. Pourquoi on n'a pas fait le vaccin? Il reste dans sa certitude qu'ils veulent nous rouler, qu'ils n'ont pas fait les animaux, ils sont passés directement à l'homme et Non! Vous n'allez pas vous faire le vaccin et d'homme d'être transformé en femme, ou de femme en homme, ou en transgenre. Non! Non, vous ne changerez pas, il ne touche pas. Il ne touche pas le noyau. Il touche là et ça se fait dans le cytoplasme. Moi, je vous donne les éléments. Je vous dis pas faites-le, ne faites pas. Ceux qui ont les convictions,
réfléchissez, parce que la réflexion, le doute, ça aide à casser vos certitudes, et que ça aide à casser les certitudes. Renseignez-vous, lisez, je vous ai donné des éléments ce soir. L'évolution de la médecine, ça va vers la génétique. Vous savez, si malheureusement vous avez une maladie très grave et qu'on peut la soigner que par traitement génique, vous n'allez pas dire non. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'évolution de la médecine. L'évolution de la médecine, c'est plus les médecins qui la font. Ce sont les physiciens, les biologistes, les chimistes et les informaticiens. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Celui qui a conçu l'IRM, ce n'est pas un médecin. Les médecins ont peut-être eu l'idée de mieux visualiser les tissus que les os, mais c'est tout. Donc ne croyez pas. C'est comme ça la médecine, ça évolue avec toute une équipe, et c'est comme ça que ça marche. Donc il ne faut pas dire aussi n'importe quoi. Est-ce que les Covid longs peuvent faire le vaccin? Oui, les Covid longs peuvent faire les vaccins, bien sûr. Ils peuvent faire les vaccins au contraire. C'est très bien de faire le vaccin. Et si vous risquez rien du tout. Il y a toujours des symptômes depuis janvier. Bon, voilà. Donc, c'était le premier cas. Nathalie Maya était le premier cas en France, en janvier. Et elle a toujours des symptômes. C'est possible, hein. Ma femme aussi l'a eu en décembre. C'était dans les premiers cas. Et mais grâce à Dieu, elle a plus de symptômes. Mais c'est vrai qu'il y a eu des cas qui sont avérés beaucoup plus vite. Sandrine la Tahitienne, comment va-t-elle? Quel vaccin allez-vous faire? Je vous dis, on n'aura pas le choix du vaccin. Parce que moi, je suis soignant et âgé, et hypertendu et surpoids. Le premier vaccin qu'on va me proposer, on me le fera. Je n'aurai pas le choix. Ce n'est que dans un deuxième temps, je pense que dans 6 mois ou 8 mois, on aura le choix du vaccin. Au début, c'est Pfizer. Je pense qu'on aura Pfizer. Ou Moderna, hein, je sais pas. Mais c'est pas moi qui choisira, c'est pas moi qui apporte les vaccins. Malheureusement, on n'aura pas le choix d'utiliser le vaccin qu'on va nous proposer. C'est comme ça. Et en plus, je vais vous dire, ce qui m'énerve, moi, c'est que c'est pas la France qui a choisi, c'est l'Europe. Même sur ça, l'Europe a pris le dessus sur la France. C'est-à-dire qu'on n'est même pas libre de choisir le vaccin qu'on veut. C'est l'Europe qui a choisi et qui a commandé des milliards de doses voilà. Donc après, pourquoi pas le chinois? Mais le chinois, c'est un vaccin atténué. Si on l'a, moi je le ferai. J'ai pas dit que je ferai pas le chinois. J'ai dit que je ferai celui qu'on me propose. Pourquoi pas le chinois? Bien sûr, le chinois, il est très bien. C'est un vaccin viral. C'est le virus atténué avec un adjuvant, comme on avait fait dans la H1N1. Moi, je l'avais fait, le H1N1. Ça ne m'a pas posé de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec tel ou tel vaccin. La seule chose, c'est que ceux qui sont réticents par rapport au vaccin ARN, je vous dis, renseignez-vous et réfléchissez. C'est tout ce que je dis. J'ai pas dit, faites celui-là plus que celui-là. C'est comme ça. Alors, diabétique, vous serez en première ligne. On vous vaccinera très rapidement. Je pense que vous serez vacciné très bientôt. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, après, 1 an à attendre. Pourquoi vous auriez un an à attendre? Est-ce que vous trouvez normal que vous n'avez pas le choix? Oui, non, je trouve que c'est pas normal, mais comment faire? Et ça, je peux pas. Je vous ai dit, c'est pas normal qu'on n'ait pas le choix, mais c'est peut-être une question économique, je sais pas. Je peux pas vous répondre à des choses comme ça, mais c'est vrai que. Mais qui vous, je sais pas si vous êtes médecin, si vous êtes chercheur, si vous êtes biologiste. Quelles sont vos connaissances scientifiques pour savoir que celui-là, vous c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous basez sur le doute, vous vous basez sur votre vie, sur vos connaissances familiales, sur votre état d'esprit, vous vous basez sur vos connaissances et vous continuez à chercher les problèmes que vous allez orienter vos recherches dans le sens où vous voulez. Essayez d'ouvrir votre esprit et d'aller dans le sens général. Essayez d'éviter de rechercher toujours dans le sens que vous voulez suivre. C'est ça que je vous demande ce soir. C'est pour ça que je vous ai fait ce topo et que j'ai pas parlé comme d'habitude de la maladie, tout ça. Parce que je veux que les esprits s'aiguisent et qu'on soit objectif et voir tout avec objectivité. Mais personne ne pourra vous donner une réponse sur le virus ARN. Parce que c'est nouveau, on connaît pas, moi je peux pas vous dire. Alors pourquoi celui-là, pourquoi on n'a pas le choix? Parce qu'on n'a pas le choix et malheureusement dans tous les pays vous n'aurez pas les maladies auto-immunes, je pense qu'ils auront à attendre un peu. Je pense qu'ils vont pas se faire vacciner tout de suite. Le professeur Com préfère le chinois car moi je suis d'accord avec lui. Moi je n'ai pas dit que c'est ce que j'ai dit, le vaccin chinois est magnifique. Moi aussi j'aime bien le vaccin chinois, mais si je l'ai pas, comment je fais? Je ne vais pas aller en Chine pour me faire vacciner là-bas. De toute manière, ils me laisseront pas prendre l'avion.
Donc oui, mais moi je suis d'accord. Tous les asthmatiques peuvent-ils se faire vacciner? Bien sûr, les asthmatiques peuvent se faire vacciner. Il n'y a aucune raison que les asthmatiques ne se fassent pas vacciner. De toute façon, l'asthme, c'est pas quelque chose de péjoratif pour la maladie, pour le Covid. L'asthme, c'est pas c'est pas quelque chose, un facteur de morbidité. A-t-on du recul sur l'acquisition de l'immunité? Elle sera dès la première dose ou après la deuxième? Alors ça dépend des vaccins. Il y a des vaccins qui se font en une fois et des vaccins qui se font en deux fois. Il semblerait que le vaccin Pfizer se fasse en deux fois et je pense que c'est le vaccin russe qui se fait en une fois. On n'a pas encore, je n'ai pas encore. Vous n'êtes pas rancunier, moi je suis pas rancunier, moi je me ferai Michel Bensadoun qui sera vacciné dès que possible, moi aussi je me ferai vacciner dès que possible, ça c'est sûr. Les Chinois ont déjà commencé, oui, les Chinois, il y a plusieurs mois que ça a commencé la vaccination en Chine et ça se passe très bien. J'ai eu le Covid en septembre, peut-on le réattraper? Non, normalement on peut pas rattraper deux fois le Covid. C'est pour ça que les gens comptent vraiment sur le vaccin pour arriver à l'immunité globale, puisque le fait de ne pas pouvoir le réattraper, ça montre qu'il y a une immunité durable. Voilà, et ça c'est publié depuis maintenant quelques temps. J'aimerais être vacciné au plus vite, je suis diabétique et cardiaque. Ben vous avez raison, Lydie Berman, moi aussi je veux être vacciné au plus vite. On veut tous ceux qui sont... Vous savez, quand vous avez eu le Covid, je vous parle, vous savez, les gens qui l'ont eu. Vous savez, ceux qui ont eu le Covid, ils ont un stress post-Covid terrible. Ne croyez pas que c'est une maladie neutre. Moi je discutais encore avec mon copain là, qui l'a eu la semaine dernière, qui a été hospitalisé. Il a eu peur. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit, il a eu peur, il a eu très peur. C'est une maladie qui fait très peur. Vous savez, j'étais avec mon copain radiologue hier qui me téléphonait 39 de fièvre depuis 3 jours. Et il a commencé avec 39. Il a très peur. Il ne sait pas où il va. Vous ne savez pas où vous allez quand vous démarrez avec 39 de fièvre. Vous pouvez aller directement à l'AREA, hein, malgré le zinc, le Zitromax et tout ça. C'est pas évident, hein. Vous savez, les gens qui l'ont, ils ont peur. Combien de fois j'ai entendu, ou j'ai reçu des messages à minuit, à 1h du matin, docteur, j'ai peur, je suis à l'hôpital, j'ai peur. Oui, ils ont peur, les gens ont peur, la peur est un sentiment naturel. C'est quelque chose d'humain. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte d'avoir peur. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre intime conviction. Oui, ça fait peur. Ce maladie fait peur, parce que c'est une loterie. C'est une roulette russe, ce vaccin. Donc, entre la roulette russe et ce vaccin, ce virus, je veux dire, entre la roulette russe du virus et le vaccin, il faut réfléchir. Vous savez, ceux qui l'ont eu vous diront, il faut parler avec les gens qui l'ont eu. Ils vous raconteront la peur qu'ils ont eue. Certains ont été asymptomatiques, c'est pas eux qu'il faut parler. Ben, Dieu merci qu'il y en a des asymptomatiques et que 95% sont asymptomatiques. Mais les autres, ils vous diront la terreur qu'ils ont vécue. C'est pas facile d'avoir le virus, parce que vous savez pas où vous allez, surtout quand vous avez 65 ans, 70 ans. On ne sait pas. Quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et ça, c'est terrifiant. Ne pas avoir de visibilité et d'avoir qu'une visibilité sur le mode de fonctionnement du virus, c'est-à-dire qu'on sait qu'au 11e jour, c'est le choc. Ça, je vous assure que les 11 jours qui arrivent sont des jours très très difficiles dont vous vous souvenez. Voilà, je voulais vous dire ça ce soir, je voulais qu'on ait une réflexion commune, je voulais pas parler trop du virus, parce que le virus, bon, on en parle régulièrement et on sait, peut-être la semaine prochaine je vous referai un live où on repartira sur des choses plus classiques. Aujourd'hui c'était plutôt une réflexion de l'histoire, de l'évolution, vous montrer que la thérapie génique, ça fait partie aujourd'hui du quotidien, c'est pas du tout les extraterrestres, c'est le quotidien. Dans les services de cancérologie, 67% des cancers sont traités par thérapie génique. Donc on est tout à fait dans le réel, dans le présent, on n'est pas dans le passé. Et l'évolution de la médecine se fait de plus en plus petit. Et aujourd'hui, on est dans le gène. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'ayez pas peur, avancez de l'avant. Ensemble, on est plus fort.